On a la chance, quand on fait de la littérature contemporaine, de pouvoir être avec des écrivains vivants et des écrivains dont l'œuvre est en train de se faire. Et moi, j'avais envie de commencer par vous demander, Mine, si vous aviez l'impression de fabriquer des mondes quand vous écriviez des romans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on commence un roman ou quand on commence une histoire de manière générale, je pense que contrairement aux critiques, bien sûr, on n'a pas vraiment conscience, on n'a pas une analyse en avance de ce qu'on est en train de faire. Ce qui est certain, c'est qu'en effet, on écrit une histoire en se disant on va bâtir un monde, mais on va bâtir un monde en n'étant absolument pas certain qu'on va arriver au bout de ce monde. Et moi, j'utilise souvent une métaphore qui est celle des châteaux de sable, et d'une phrase que j'aime beaucoup de Jules Renard qui est « J'ai bâti de si beaux châteaux que les ruines m'en suffiraient ». C'est-à-dire qu'on prend des éléments ici et là de notre vie, de la vie des autres, qu'on a entendu, qu'on a lu, dont on nous a parlé, et on poursuit, voilà, une pierre après l'autre, en se disant que bon, on a en tête une merveille, mais on a commencé à écrire, et évidemment, c'est les ruines qu'on a initialement. Et pour autant, à la fin, il arrive que ces ruines suffisent. Donc oui, on a l'impression qu'on va construire un monde, mais ce n'est pas un monde, pour moi, qui est complètement séparé de celui dans lequel je vis. C'est un monde qui est une recomposition du monde dans lequel je vis. Alors pourquoi on recompose un monde? Est-ce qu'on l'améliore? Est-ce qu'on le corrige? Est-ce qu'on le transforme? Est-ce qu'on l'idéalise? Moi, j'ai un peu le sentiment que le geste de l'écriture, en ce qui me concerne et en ce qui concerne sans doute d'autres écrivains, il naît du fait que quelque part on ne se sent pas à sa place, que quelque part on est déplacé, qu'on a un sentiment d'inadéquation vis-à-vis aussi pour des raisons sociales, pour des raisons culturelles, pour des raisons parfois intimes, familiales. Et c'est ce sentiment d'inadéquation, de déplacement, un exil au sens très vaste du terme, auquel qu'on essaye peut-être de résoudre, je pense, en écrivant. Donc c'est pour ça que je disais oui, on reprend le monde dans lequel on vit, mais on essaye à ce moment-là d'en transcender les blessures, d'en circonscrire les trous et les manques pour en faire un livre et donc leur donner une cohérence, leur donner une beauté, leur donner un sens. Alors on ne s'intéresse pas quand même qu'à son inadéquation à soi, à son histoire personnelle. On s'intéresse aux injustices du monde aussi, aux injustices de l'histoire qui sont présentes dans vos romans, non? Est-ce que c'est pas que son histoire personnelle qu'on arrange, pourrait-on dire? Je pense que la raison pour laquelle on va s'intéresser à d'autres injustices que celles qui nous concernent absolument personnellement, ce sont aussi des raisons personnelles. C'est-à-dire que, bien sûr, si jamais, par exemple, j'écris un roman sur les migrants, et j'ai écrit un roman d'ailleurs sur les migrants, qui est Voyageur malgré lui, et c'était une façon de relier quelque chose que moi je n'ai pas connu, parce que même si je suis d'origine étrangère, je suis née en France, en revanche mes parents, eux, ont quitté le Vietnam pour la France, donc l'exil est présent dans ma famille. Ils ont connu un exil particulier, ils ont pu s'exiler grâce à leurs études, ils ont eu des bourses pour pouvoir gagner la France, mais au sein de ma famille, il existe un autre exil qui est celui des boat people, que je n'ai toujours pas connu personnellement. Mais ensuite, ce qui fait que j'écris un roman sur le thème de la migration, c'est que quelque part, évidemment, ça parle à mon histoire familiale et personnelle, et justement parce que je ne l'ai pas connu, je vais peut-être y être singulièrement sensible, parce que c'est à la fois très proche et très éloigné. Et ensuite, j'ai commencé à faire la jonction avec d'autres migrations au XIXe siècle, au XXIe siècle. Parce que même si on part évidemment d'une histoire qui peut être personnelle, ce qu'on espère, c'est qu'elle peut avoir un écho universel. Et la raison pour laquelle on écrit et laquelle on lit, c'est pour se relier, c'est renouer un lien avec le monde de manière générale. Donc pour moi, si vous voulez, le personnel et l'au-delà du personnel reste lié. En fait. Je crois que vous vous inscrivez dans un mouvement qui affecte en fait une grande part de la littérature française contemporaine, puisque cette question des migrants, on l'a vu dans cette rentrée littéraire, avec par exemple le travail de Marie Darrieussecq ou le travail de Marie Connet, on l'avait vu les années précédentes, la question des formes variées de vulnérabilité, celle des banlieues, celle des territoires
laissée à l'abandon ou oubliée par la métropole, celle de la désindustrialisation. C'est une grande thématique de la littérature française contemporaine. Je crois que si vous regardez une rentrée littéraire, depuis le prix Goncourt, Nicolas Mathieu, sur la question de ces zones périphériques, jusqu'à des textes plus anciens qui vont s'intéresser à telle ou telle blessure ou rupture de l'histoire, cette attention aux zones sombres de l'histoire, aux fragilités, aux désespérances, à ceux qui sont à la marge, aux laissés pour compte, qu'il s'agisse des gens dans les prisons ou comme par exemple un écrivain comme François Bon au sans domicile fixe, est vraiment une préoccupation fondamentale de la littérature française contemporaine. Et là, c'est plutôt à la critique que j'ai envie de poser la question. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette analyse, parce que vous êtes aussi observatrice de la littérature française telle qu'elle s'écrit aujourd'hui? C'est vrai que je pense qu'on s'est opéré une forme de bascule, à savoir qu'on vit de plus en plus maintenant dans une ère mémorielle et dans une ère où, en effet, on veut donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et donc, c'est ce que vous dites, on s'intéresse, par exemple, je pense au travail de Leclésio, au travail de Modiano, au travail de Mauvigné. On s'aperçoit qu'un certain nombre, au travail de Didier Deninx, on s'aperçoit que, par exemple, si jamais on prend Didier Deninx, disons, en effet, on a l'histoire telle qu'on la connaît, l'histoire avec les grands événements, l'histoire telle qu'elle est pratiquée par les historiens. Et puis, ce qui intéresse quelqu'un comme Didier Deninx, ça sera de prendre des éléments de l'histoire qui ont échappé à la grande histoire. Donc, ce qu'il va explorer, c'est par exemple les faits divers, dont il aime à dire que c'est le premier monument aux morts, en fait, c'est un petit monument aux morts, très petit, très humble, mais un petit entrefilet peut parfois en dire très long. Et je pense, par exemple, il a écrit un petit livre qui s'appelle Un éloge des faits divers, Petit éloge des faits divers, dans lequel l'un des textes qui compose ce mini-livre, c'est une nouvelle qui est inspirée d'un entrefilet qu'il avait lu et qui expliquait qu'on avait dû faire venir de Nouméa une guillotine pour guillotiner 6 Vietnamiens. En fait, on ne disait pas exactement ce qu'avaient fait les Vietnamiens en question. Simplement, on se doutait qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment commis de crime, mais que c'est plutôt pour des raisons de révolte, de désobéissance qu'ils avaient été guillotinés. Et donc, que fait Deninx? Il écrit cette histoire, et il l'écrit de telle manière qu'il peut lui donner un contexte, de telle manière qu'il peut lui donner aussi chair, corps et émotion, puisque, évidemment, ce qu'il a lu, lui, c'est un entrefilet, et il ne reste sans doute absolument aucune autre trace de cet événement. Et finalement, tout son travail, il s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire de se dire que voilà, il y a des zones de l'histoire qu'on a oubliées, ou des zones de l'histoire qu'on n'est plus à même d'appréhender, sauf si on les prend à hauteur d'homme. Et finalement, je pense qu'un certain nombre d'écrivains, par exemple Laurent Mauvigné, quand il fait Dans la foule, c'est sur le drame du Heysel, dont je pense... Vous vous souvenez, l'écroulement d'un stade en 1985 sous l'assaut des supporters anglais. Et Mauvigné aime beaucoup parler du fait que... aime beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas, il a beaucoup parlé du fait que il y avait d'un côté toutes les images médiatiques qu'on avait eues de cet événement, mais on n'avait pas du tout, évidemment, la possibilité de donner la parole à aucune des victimes, soit qu'elles soient mortes, ou soit les survivants. Et donc, lui, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il se dit, je vais placer ma caméra dans la foule, à hauteur d'homme. Et il a cette phrase qui est assez belle, c'est que je ne sais pas ce que c'est que le soleil, mais je sais ce que c'est que la sensation du soleil sur ma peau, la chaleur, l'effet que ça me fait. Et donc, je pense que les écrivains ont en effet le désir d'explorer des zones que seuls, quelque part, peuvent explorer. Pour compléter ce que vous disiez, vous mentionniez 2 noms de prix Nobel de littérature français, Leclésio et Modiano. Leclésio, je ne sais pas si vous vous souvenez de son discours de réception Nobel, c'est un immense hommage
à la fois aux écrivains étrangers et aussi à toutes ces personnalités mineures, aux ces minuscules de l'histoire humaine, à ces obscurs auxquels il rend hommage dans son prix Nobel, dans son discours du prix Nobel. Et tous ces textes sont tournés effectivement à hauteur d'homme, comme vous le disiez si bien, dans une attention à ces populations d'Indiens laissées pour compte de la colonisation. Et c'est une question fondamentale qui pour le Clésio, est un véritable humanisme, un humanisme mondial, hein, que ce repérage, cet accompagnement par le récit, par le conte de ces populations. Pour Modiano, on peut rappeler que un des textes les plus importants de Modiano, c'est Dora Bruder, dans lequel Modiano relève le nom d'une jeune fille sur une liste de déportés, tels qu'ils ont été établis par les Klarsfeld, et se dit, voilà, j'ai de cette jeune fille, Dora Bruder, seulement le nom. Il enquête un peu, il s'aperçoit qu'il peut retrouver un petit entrefilet dans lequel les parents de cette jeune fille cherchent à la retrouver. Et en fait, il n'y a rien sur cette jeune fille, qui n'a laissé en tout et pour tout que quelques microscopiques lignes dans la grande histoire. Et Modiano veut corriger cette injustice de la même manière que Laurent Mauvigné voulait dire quelque chose de ces victimes du Hésel, de la même manière que le Clésio voulait dire quelque chose de ces peuplades en déshérence. Modiano va imaginer un récit qui va rendre, si ce n'est vie, hein, puisqu'il ne va pas se substituer à ce qui aurait été une vraie vie, mais du moins qui va lancer ce qu'il appelle des signaux de brume, qui va essayer d'éclairer comme des phares dans la nuit, nous dit-il encore, la mémoire de cette jeune fille par une démarche très littéraire. Et moi, j'entendais dans ce que vous disiez aussi quelque chose qui était très, très propre à la fiction, c'est-à-dire que la fiction n'a pas intention de remplacer l'établissement de la mémoire par l'histoire, tel que l'enquête sur les conditions de la déportation des Juifs en 1942 le fait. Ce que la littérature a vocation de remplacer, c'est le silence des historiens par rapport à la dimension concrète, à la dimension incarnée, à la dimension sensible. J'entendais ça dans vos remarques. Et au fond, c'est un autre mode de connaissance, un mode complémentaire à celui des sciences humaines et sociales, qui est celui de l'art, qui est un mode dans lequel on a une complicité peut-être plus forte avec ce qu'on voit, parce qu'on a des personnages dans lesquels on se projette, vis-à-vis desquels des formes d'attachement se développent, et qui produit une forme de connaissance beaucoup plus concrète, puisque ce sont des situations incarnées, des cas auxquels on est confronté, non pas des abstractions, des savoirs généraux. Hein, ce que les Klarsfeld nous disent sur la déportation et ce qu'un romancier nous fait vivre, c'est pas pareil. Est-ce que dans votre roman consacré au Boat People, vous nous dites, et je crois quand même très différent, des chiffres, des données, des cartes que peuvent produire les historiens? Oui, de toute façon, je pense que voilà, on est des êtres de raison, mais on est aussi des êtres d'intuition, des êtres d'émotion, des êtres de pensée, des êtres de créativité, enfin du moins je l'espère. Nous sommes tissés de l'étoffe dont sont faits les rêves, disait Shakespeare, enfin en tout cas un de ses personnages. Et c'est vrai que moi je suis toujours assez frappée par le caractère très très utilitariste vers lequel on va, sur le fait que les humanités sont de plus en plus affaiblies, on les enseigne de moins en moins dans un certain... Enfin, c'est un phénomène qui existe, hein, qui est général. On ferme des départements ici et là, parce qu'on est dans l'idée, enfin, en tout cas certains décideurs politiques sont dans l'idée que, grosso modo, la littérature, c'est une fioriture, c'est pour faire joli, mais que, il faut quand même s'occuper de choses sérieuses, de la croissance, du chômage, des choses comme ça. C'est vrai que ce qui
ce qui m'intéresse dans la littérature, et là je parle aussi bien en tant que lectrice qu'en tant qu'écrivain, c'est que justement, elle nourrit cette part de nous, elle nous permet de développer cette part de nous qui n'est pas quantifiable, ou qui n'est pas dévouée à la pure utilité et à la recherche, par exemple, d'une... Là, il y a un paradoxe. Est-ce qu'elle est utile ou est-ce qu'elle est inutile? En fait, je pense qu'elle n'est pas utile, mais je pense qu'elle est vitale, en fait. Je ne pense pas qu'elle soit... oui, bien sûr, la littérature ne va pas pouvoir vous enseigner, je ne sais pas, un savoir comme celui de monter une automobile. Oui, vous allez faire appel à un manuel, vous allez faire un stage. Voilà. Mais en revanche, elle va vous permettre de vous construire. Elle va vous permettre de vous élaborer. Elle va vous permettre de devenir le narrateur de votre propre histoire. Parce que je pense qu'on vit d'histoire. On est en permanence en train de se raconter notre propre histoire et on essaye, dans la mesure du possible, d'écouter celle des autres. Pourquoi lire les histoires des autres nous permet d'être le narrateur de notre propre histoire? Il y a une anthropologue qui est Michel Petit qui a fait comme ça des enquêtes qui étaient assez intéressantes sur... elle est allée dans des différentes bibliothèques, médiathèques, puis elle a interrogé les gens qui lisaient, notamment dans les zones dites sensibles. Et donc elle a interrogé... ce qui est intéressant, c'est que le public des médiateurs, le public des bibliothécaires, le public des associations, avait un discours qui était un discours de l'utilité. Parce qu'on sait qu'en effet, si jamais un enfant lit, il a a priori de bonnes chances d'améliorer sa syntaxe, de bonnes chances d'améliorer sa grammaire, de bonnes chances du coup d'avoir un niveau scolaire supérieur. Et donc, la littérature est associée au fait qu'on puisse avoir de meilleurs résultats scolaires. Donc là, c'est une lecture utilitaire. Voire, dans une lecture bourdieusienne, l'idée qu'on va combler un capital culturel qu'on n'aurait pas eu, puisqu'on l'a pas reçu de ses parents, si jamais on est d'origine étrangère ou socialement défavorisé. Mais le discours des personnes qui lisaient et qui aimaient lire, ces jeunes gens qui se rendaient dans ces bibliothèques, c'était pas du tout un discours utilitaire. C'était un discours de moi j'aime lire ça et ça parce que du coup je comprends mieux le monde, ou je me comprends mieux moi, ou j'arrive à là je retiens ceci ou cela. D'ailleurs ils ont une lecture, ils braconnent dans les livres qu'ils lisent, et parce que ça me parle, parce que du coup ça élargit ma vision, parce que du coup je comprends pourquoi je ressens ça puisque cette personne-là elle ressent ça, et du coup de façon instinctive et immédiate ils n'ont pas du tout un discours, ils lisent pas évidemment pour avoir des meilleures notes à l'école. Et donc je pense qu'il y a la littérature, elle est utile dans l'absolu. Enfin, il y a des vrais bienfaits qui ont été scientifiquement prouvés, ça existe. J'avais lu des études comme ça, comme quoi la littérature pouvait réduire lire un livre pouvait réduire votre stress en 6 minutes de 58%, si je me souviens bien. C'est mieux que prendre une tasse de thé, faire une promenade ou même écouter de la musique classique. Donc, d'un point de vue, je dirais, de développement personnel et de bien-être, c'est amusant parce qu'il y a effectivement un certain nombre de scientifiques qui ont fait des expériences qui ont montré que la littérature avait cet effet-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'elle nous permette de mieux lire le monde, et donc de mieux nous lire nous, et donc si tout se passe bien, alors elle va pas pouvoir, littéralement réparer le monde, mais en tout cas, elle va nous permettre de nourrir notre vision, la vision qu'on en a, et éventuellement, parce que c'est la première étape avant de pouvoir le changer. Alors, moi, je vous ai lu et j'ai lu chez vous, par exemple, des contes, des apologues. En quoi lire un conte peut nous permettre de nous transformer intimement et de nous réapproprier notre histoire? Parce que c'est vrai que l'idée de Michel Petit, c'est que en fait, on a dans la lignée des travaux de gens comme Paul Ricoeur ou Charles Taylor, on a à construire une identité narrative qui est notre identité personnelle. On doit pouvoir se raconter finalement pour être nous-mêmes. Et en quoi le détour par une forme quand même un peu abstraite ou un peu ludique, comme un conte, va nous ramener à nous et va nous enrichir? Alors du coup, là, c'est une expérience très personnelle, mais j'espère qu'elle n'est pas que personnelle. Quand j'étais petite, on m'a lu des contes. Évidemment, c'était des contes français. Mes parents, qui sont d'ailleurs dans cette salle, m'ont offert des contes qui étaient des contes vietnamiens.
Et je me souviens que je lis les contes vietnamiens et je m'attends à retrouver les mêmes schémas. Donc, grosso modo, je sais pas, Cendrillon, La Belle au bois dormant. Bon, à la fin, la jeune fille finit avec le prince, on se marie et puis c'est fini. Et en fait, ce qui m'a étonnée, c'est de découvrir que dans les contes vietnamiens ne fonctionnaient pas tout à fait pareil. Par exemple, il existe une version vietnamienne de Cendrillon, et c'est une version beaucoup plus violente, où Cendrillon meurt, en fait. Elle est tout bonnement assassinée par sa belle-mère et sa sœur, ce qui est sympathique. Et simplement, elle renaît. Elle renaît sous la forme d'un loriot, puis sous la forme d'un métier à tisser, puis sous la forme d'un péché, sous la forme... Enfin bref, elle renaît sous de multiples formes. Et aujourd'hui, petit Cendrillon, à la fin, a un peu des airs de Médée, parce que ce qui se passe, c'est que du coup, elle revient se venger de sa sœur, parce que sa sœur, quand elle revoit venir Cendrillon, lui dit mais malgré toutes les épreuves, donc sa beauté est intacte, hein, ça va de soi. Et donc Cendrillon dit à la sœur oui mais c'est parce qu'en fait j'ai un secret. Et elle propose à la sœur de l'appliquer. Et le secret, c'est de se faire verser une cuve d'eau bouillante pendant qu'on prend son bain. Évidemment, la sœur meurt ébouillantée. Et ensuite, Cendrillon fait découper quand même la sœur en question et fait mariner les morceaux de viande et demande à ce que ce soit envoyé à sa belle-mère. Donc, c'est une vision un peu plus évidemment sanglante. On est plus dans la tragédie grecque que dans le conte de fées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'une part, par exemple, la lecture de ces contes m'a fait appréhender une façon de raisonner et une façon de penser le monde qui était différente, la réincarnation. Parce qu'évidemment, à travers cette histoire de Cendrillon, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, voilà, je découvre la réincarnation et donc je découvre ce que c'est que le bouddhisme. Parce que d'ailleurs, c'est pas une fée, c'est pas une marraine fée qui aide Cendrillon, c'est Bouddha dans la version donnée par les contes vietnamiens. Et de manière générale, si jamais je regarde les contes vietnamiens, je m'aperçois qu'ils racontent tous pourquoi est-ce qu'il y a ce rocher à tel endroit, pourquoi est-ce qu'on chicle le bétel, pourquoi est-ce qu'on fait des gâteaux de cette forme et qui contiennent ces ingrédients à telle date, pourquoi le lac de l'épée restitué, qui là fait une partie du récit national en fait du Vietnam. Et du coup, c'était une façon de découvrir l'histoire, la géographie et plus largement la mentalité. On voit que le confucianisme, pourquoi est-ce que souvent le grand frère en fait dupe le cadet dans les contes vietnamiens et le cadet ne proteste jamais. À la fin, il est récompensé, mais il proteste jamais parce qu'on a une vision en fait confucéenne des choses. Donc l'aîné, de la même façon que le chef de famille, de la même façon que le chef de l'État, doit avoir raison pour que il y ait une stabilité générale et qu'un gouvernement soit possible et que la paix soit possible. Et donc, à travers les contes, il y a une appréhension du monde, il y a une vision du monde, il y a une vision de l'histoire, il y a une vision de la géographie. Et littéralement, ça la fait vivre. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, pour qui le Vietnam était assez abstrait, pourtant j'ai parlé vietnamien en premier et j'ai mangé avec des baguettes bien avant de manger avec une fourchette. Il n'empêche que je suis née en France, je ne suis jamais allée au Vietnam, je n'en sais rien. Mais l'appréhension par les contes, par exemple, tout d'un coup, ça m'a donné une véritable vision de ce que pouvait être ce Vietnam. Bon, évidemment, c'est une vision mythologique, mais c'est quand même une vision. Et je pense que dans les contes, pas spécifiquement les vietnamiens, mais en l'occurrence, les contes de Perrault, les contes... il y a quand même, à chaque fois, des structures symboliques qui vont aider, qui nous permettent aussi d'appréhender le monde comme, voilà... on quitte un endroit, on va vivre des épreuves et ces épreuves nous changent, nous font évoluer et nous font arriver à un autre endroit. Et donc rien que cette structure hyper bête qui est à la base d'à peu près tous les contes du monde, déjà les enfants l'assimilent en se disant c'est ce qui va m'arriver aussi en fait. C'est que moi aussi je suis en train d'écrire mon histoire, je suis en train de vivre mon aventure. Bon là ça commence. C'est pour ça qu'on a ce fameux roman des origines, l'origine du roman, où voilà, les enfants parfois s'imaginent qu'ils ne sont pas les enfants de leurs parents, qu'en fait leurs parents sont des rois, des reines, qu'eux ont des origines différentes, qu'un destin les attend, etc., etc. Je pense que rien qu'à travers le conte, on commence déjà à s'imaginer ça. On commence déjà à nourrir en fait nos structures narratives. Et je pense qu'on ne peut pas vivre sans se dire, voilà, j'ai accompli ça, j'ai vécu ça, je suis ça, c'est ça mon identité, et je l'ai construite au fur et à mesure. Et à la fin de votre vie,
vous avez une histoire et vous avez certainement oublié des pans entiers de votre histoire, d'autres vous les avez réarrangés, parce que finalement, ce qu'on vit en permanence, ce qu'on a l'impression de vivre, c'est aussi une fiction, puisque c'est une interprétation de tout ce qu'on a vécu, de la façon dont on a agi et des raisons pour lesquelles on a pu agir. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Pour ramener un peu de philosophie de la littérature, c'est vrai qu'on a souvent analysé le conte comme une forme d'éducation morale, comme le moment où on apprenait ce que c'était que la justice, ce que c'était que l'injustice, et comme une manière de nous sensibiliser au beau, au vrai, au bien. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment une fonction d'éducation à ce que c'est que l'autre, aux différentes formes d'altérité, aux différentes formes de comportement. Hein. C'est à travers le conte que je peux essayer de me projeter dans d'autres cultures. Vous le rappeliez, c'est à travers la fiction générale que je peux essayer de comprendre ce que c'est qu'une femme si je suis un homme, de comprendre même ce que c'est qu'un animal, hein, dans certaines narrations. Et il y a donc une appréhension de l'altérité et une éducation à ce qui est bien, à ce qui est nécessaire, à ce qui est la justice. Vous seriez d'accord avec cette idée non seulement une éducation des comportements, mais aussi une éducation morale et éthique par la fiction? En tout cas, je pense que vous le savez mieux que moi, vous qui tenez le rôle du savant dans le dialogue. Mais oui, je pense qu'en tout cas, c'est ce qu'on a longtemps cru. Et je pense que c'est une des fonctions. Parce qu'au contraire, on a dit parfois que la littérature vous entraînait au mal. Oui, Madame Bovary, n'est-ce pas? En fait, je pense que la fiction, elle a pu être utilisée dans les deux sens. Si jamais vous prenez des philosophes, je ne sais pas, Socrate, enfin Platon en l'occurrence, puisque Socrate techniquement n'a rien écrit. Si jamais vous prenez Platon, il passe par le conte pour essayer de vous expliquer à chaque fois un certain nombre de notions philosophiques. La première chose qu'il fait, c'est utiliser une fiction, utiliser une anecdote, et pour vous démontrer quelque chose. Et d'ailleurs, ça continue aujourd'hui, même en politique, où on va utiliser une fiction pour tout d'un coup vous convaincre de quelque chose. C'est parfois beaucoup plus parlant de donner un exemple. C'est juste une dimension pédagogique, finalement. Ça ne... Oui, mais elle existe. C'est ce qu'on appelle le storytelling. Ça n'influe pas sur votre... Si ça influe sur votre pensée de passer par une fiction, le storytelling, peut-être un peu... C'est la mise en récit. Est-ce que c'est exactement la même chose? Le storytelling que les allégories platoniciennes, est-ce que le storytelling médiatique, c'est la même chose que le recours à un exemple, une histoire morale, un apologue, une allégorie? En tout cas, je pense que ça en prend les habits. Après, c'est pas... Évidemment, je ne vais pas comparer les techniques de marketing politique à une allégorie de Platon, mais je pense qu'il y a le désir de convaincre autrement que par des arguments froidement exposés, autrement que par des chiffres, autrement que par un raisonnement, mais en utilisant l'émotion, en utilisant du coup un cas particulier, et ce cas particulier qui sera un exemple avec un personnage qui va faire telle ou telle chose, et supposé vous aider vous à adhérer au discours de la personne qui se tient devant vous et qui par ailleurs veut que vous votiez pour elle. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose, mais je pense qu'il y a un désir de vous convaincre par l'émotion. Ça, c'est sûr. Mais comment on évite le danger de faire à sa manière du storytelling et d'influencer sur les consciences quand on est écrivain et comment on se situe par rapport à ce pouvoir du récit, ce pouvoir de la fiction qui peut vous influencer en mauvaise part? Je pense que de toute façon... c'est pas un pouvoir en tout cas personnellement c'est pas une crainte que j'ai lorsque je me mets à écrire. Heureusement je n'imagine pas que j'ai un pouvoir extraordinaire sur mes lecteurs qui va vraiment les modifier. Je pense d'ailleurs que pour le coup cette tradition ancienne comme quoi on disait qu'en effet on pouvait utiliser, Michel Petit en parle un peu d'ailleurs, on peut utiliser la littérature pour tenter d'édifier les âmes, pour tenter de les dresser, etc. Mais évidemment, ce qui se passe, c'est que la littérature, c'est pas un tuyau où vous dites quelque chose, c'est ensuite
transféré au lecteur, et les lecteurs vont prendre argent pour argent comptant ce que vous dites, et d'une certaine manière ou d'une autre, vous obéir, adopter votre vision, etc. Il y a toujours ce système de braconnage, d'interprétation. Et je me souviens par exemple, les romans à l'eau de rose. Il y avait une étude comme ça faite par une certaine Janice Redway sur les romans à l'eau de rose. Évidemment, nous, notre vision du roman à l'eau de rose, c'est que c'est une vision patriarcale. C'est l'idée, bon, quand même, à la fin, la femme se fait sauver, et puis la femme se marie, et ça devient son rôle, etc. etc. Alors, Janice Redway avait interrogé justement des clubs de lecture qui lisaient ces romances. Et en fait, les femmes qui lisaient, on avait une interprétation totalement différente. Elles expliquaient que, non, les histoires qui étaient racontées dans ces livres, c'était que les femmes transformaient les hommes de manière à en faire des hommes épousables. Donc, elle avait une vision qui renversait complètement le roman à l'eau de rose tel qu'il était initialement. Mais tout cela pour vous dire que oui, j'imagine bien que les lecteurs, c'est ce que je crois que c'est Stuart Hall qui disait ça. C'était, on a une lecture, soit on décode le texte comme il a été encodé, soit on décode. Parfois, on décode le texte à l'opposé de la façon dont il a été encodé. On ne contrôle pas son lecteur. Voilà. Mais parfois, et c'est la lecture la plus courante, en fait, on décode de la même façon que ça a été encodé pour certaines parties, et d'autres parties, on les réarrange, évidemment, et on les interprète. Et c'est ce qui fait que dans un livre, si jamais vous en parlez avec quelqu'un d'autre, la personne en question n'aura pas forcément retenu les mêmes choses que vous, et n'en aura pas forcément la même vision. La façon dont tel ou tel personnage a agi, pour vous, ça veut dire ça. Pour un autre lecteur, ça veut dire tout autre chose. Et ce qu'il aura retenu, en fait, ce qu'il aura projeté, sera lié évidemment à lui, à sa personnalité, son éducation, ses valeurs. Et de la même façon que si jamais, je ne sais pas, vous interrogez des gens après un débat politique, a priori, la personne de droite aura plutôt tendance à dire que le politique de droite a mieux débattu et que la personne de gauche aura plutôt tendance à dire, même si avec beaucoup de nuances, le politique de gauche aura été meilleur. Alors pour revenir à la question des vulnérabilités, tout à l'heure, vous nous racontiez cette expérience qui avait été d'écrire sur les Boat People, de vous documenter. J'avais envie de vous demander comment on écrit justement sur ces miséricordieux de l'histoire. Est-ce qu'on a une délicatesse particulière? Est-ce qu'il y a une recherche spécifique de justesse? Est-ce qu'il y a des précautions que l'écrivain doit prendre? Comment on fait par rapport à ces drames de l'histoire? C'est très compliqué en fait. Mais, parce que là, je pensais, vous voyez, il y a eu un drame il y a quelques jours avec 39 corps qui ont été découverts dans un camion frigorifique. Ça fait un peu les gros titres. Et il se trouvait que ça rimait avec un fait divers qui datait des années 2000, où on avait retrouvé 58 clandestins asphyxiés dans un camion de tomates. Et en fait, moi, j'ai écrit une nouvelle sur ça. Et j'ai écrit une nouvelle qui était au départ dans le cadre d'un atelier d'écriture. C'est-à-dire que c'est un auteur qui s'appelle François Salvin, qui nous avait proposé. Ils avaient donné des articles de journaux, puis il avait proposé que chacun d'entre nous s'empare d'un des faits divers et en fasse une histoire. Et en fait, c'est là qu'apparaît le problème éthique que je pense vous soulignez. C'est qu'il nous remet, par exemple, l'article sur les 58 à l'époque, clandestins asphyxiés. Et puis il nous dit, mettez-vous dans la peau d'un des clandestins et essayez d'imaginer s'il écrivait une lettre à une personne restée au pays et essayez de vous mettre à sa place. Évidemment, alors ce qu'on a fait, et moi ça a fini par donner une nouvelle, et ça a été ironiquement le premier écrit de moi qui a été publié, puisque je devais avoir 18-19 ans. Et en fait, il y avait un journaliste qui a entendu la lecture, parce qu'on avait une lecture après cet atelier, et du coup, il a publié la nouvelle. C'est d'ailleurs intéressant, il a choisi, parce que ce n'était pas un journal qui suivait l'actualité de très très près, plutôt que de traiter le fait divers, il a publié la nouvelle et ensuite à côté, il a mis quelque chose sur ce fait divers, sur les 58 clandestins asphyxiés. Et ça, c'est quelque chose qui aurait pu arrêter. Enfin, l'idée de vous allez vous mettre à la place d'un clandestin mort, dont vous ne savez rien. Et c'est toujours la question, c'est de savoir est-ce que vous pouvez adopter son point de vue, est-ce que vous avez le droit d'adopter son point de vue. Et en même temps, si vous n'adoptez pas ce point de vue, et si jamais vous n'écrivez pas sur
aucune des personnes qui ont disparu, par exemple, au fond de la Méditerranée, parce que vous n'avez pas effectivement les faits, puisque vous ne savez pas effectivement qui sont leurs parents, d'où elles viennent, ce qui les a motivés, etc. etc. À ce moment-là, on n'écrit plus du tout. On arrête tout. Après, par exemple, Modiano décide d'écrire Dora Bruder, il ne dit pas je, évidemment. Il dit, il prend sa perspective à lui, et puis il décide de faire, de retracer l'histoire de Dora Bruder, mais avec les Blancs. Donc il retrace son enquête, il retrace sa quête. On n'a pas le droit de dire je à la place de quelqu'un d'autre? En fait, moi, je l'ai dit. Donc, ce que je vous dis, c'est que je pense que là, on arrive dans une zone où, pour certains, ça sera absolument impossible. Moi, je connais un certain nombre d'écrivains qui me disent, mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, et je peux pas dire je à la place d'eux, parce que éthiquement, je ne peux pas. C'est une position. C'est pas une position que j'ai, puisque moi, j'ai écrit une nouvelle où justement j'ai pris la place d'un clandestin, au départ dans cet atelier. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tissé en fait des fragments d'extraits de journaux et la voix à la première personne. Et pour moi, c'était pour donner un effet qui est que, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous dites qu'il y a 58 clandestins asphyxiés, qui sont morts asphyxiés dans un camion de tomates, vous lisez ça de façon détachée. Vous vous dites sur le coup c'est horrible, mais finalement vous ne savez rien des personnes en question, vous ne savez pas si elles ont aimé, comment elles ont vécu, ce qui a pu les pousser à faire ça, enfin à prendre un risque aussi considérable, parce qu'on sait que certains vont refaire ça 50 fois, et plusieurs fois ils vont manquer mourir, et pourtant ils continuent. Donc, quel est le désespoir qui, au départ, les a saisis pour qu'ils poursuivent? Ça veut dire qu'ils sont prêts à mourir, qu'ils ont déjà failli mourir, ils sont prêts à mourir. D'ailleurs, certains sont morts. Mais pour faire entrer ça dans votre sensibilité, pour faire en sorte que vous puissiez vous mettre à la place de ces personnes, c'est pas en lisant un article de journal expliquant qu'il y a 58 clandestins qui sont morts asphyxiés au fond d'un camion de tomates, en la sortissant d'une interview de tel décideur politique ou de tel, je ne sais pas, qu'on pourra vraiment rentrer, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la tête. Comment on fait? Moi, je pense à des journalistes écrivains comme Florence Aubenas, qui, pour pouvoir parler des vulnérables de la crise économique, se sont fait embaucher. Florence Aubenas, dans le quai Louis Stréham, suivant la démarche orwellienne du journalisme de terrain, s'est fait embaucher comme femme de ménage intérimaire dans des ferries. J'imagine, Mine Tranui, que vous n'êtes pas fait enfermer dans un camion pour savoir ce que c'était qu'être enfermé dans un camion de tomates. Non, mais j'espère bien que, en fait, on se documente. On peut se documenter. Enfin, je pense que c'est même assez important de se documenter bien. Mais je ne suis pas sûre que justement le travail de l'écrivain soit un travail d'enquêteur journalistique. Florence Aubenas, c'est une enquêtrice par ailleurs, et c'est une journaliste. Et le livre qu'elle a écrit, c'est une enquête. C'est évidemment pas un roman. De la même façon que, à ce moment-là, vous me diriez, on n'a plus le droit d'écrire de livres qui se passent au Moyen-Âge, puisque, a priori, vous ne pouvez pas revenir au Moyen-Âge, prendre une machine à remonter le temps, vous mettre dans la peau d'un paysan et ensuite transcrire votre expérience en disant, puisque j'ai remonté le temps et que j'étais dans la peau de ce paysan, je peux dire. Il n'y a pas de légitimité. Il y a une légitimité qu'en fait, on s'arroge, avec beaucoup d'arrogance d'ailleurs. C'est-à-dire que même quand... on décide, la raison pour laquelle on fait une nouvelle ou on écrit une nouvelle sur des clandestins asphyxiés, c'est qu'on espère que ces clandestins, on va s'en rappeler. Voilà. C'est qu'on espère que d'une autre manière, on va nous aussi mettre leur nom sur la stèle. Donc, parfois, il faut passer par l'imagination parce qu'il n'y a rien d'autre. En l'occurrence, parfois, il n'y a littéralement aucune trace. Et moi, je parle souvent du fait que donc, mon grand-père et mon arrière-grand-père ont été tués. Ils ont été tués le même jour au Vietnam. Ils ont été tués pour des raisons politiques. C'était des chefs de résistance, en fait, un réseau. Et simplement, ils n'étaient pas communistes. Ils se sont fait exécuter par les communistes qui ont décidé de prendre le pouvoir au sein du réseau avant donc de tuer les alliés d'abord, avant de s'occuper des ennemis officiels, qui étaient à l'époque les Français. Donc, je ne sais absolument rien de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. C'est-à-dire que je ne sais pas à quoi il ressemblait. Je n'ai pas de photos de mon arrière-grand-père, par exemple. Je ne sais pas ce qu'il mangeait. Je ne sais pas quel était leur emploi du temps. Je ne sais quasiment rien sur eux. Et pourtant, tout ce que je sais, c'est qu'une fois qu'ils ont été tués,
on les a emmenés en fait quelque part dans la jungle, on les a tués, on a abandonné leur corps et il reste rien. Voilà. Et il reste rien, il reste pas de traces sur le papier, puisque évidemment assassiner les gens, on le marque rarement. Et il n'y a pas de tombe. Et dès mon premier enfant, en fait, l'histoire familiale apparaît. Enfin, il y a un fragment d'histoire familiale, et donc il y a le grand-père, l'arrière-grand-père, qui meurt. Et dans le deuxième roman, en fait, on les retrouve. Alors, ils meurent pour des raisons différentes, mais ils meurent aussi. Et et en fait, je me suis rendu compte après coup que c'était une manière de leur donner un tombeau, parce que c'était une manière aussi d'inscrire les noms sur la stèle. Et alors, curieusement, eux, je les ai pas fait revivre, comme si c'était important pour moi de dire que justement, là, le blanc, il doit rester blanc, parce que finalement, c'est pour faire ressentir là le manque d'information. Mais je crois que c'est un très beau. Je crois malheureusement que le débat, le temps arrive. Mais je crois que c'est un très beau témoignage sur à la fois les pouvoirs, la nécessité intérieure, la nécessité vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis du monde social, de la parole littéraire, et puis aussi les cadres éthiques, ses limites et les circonstances dans lesquelles elle doit s'exercer. Merci à tous. Et je crois que d'autres débats sur des sujets tout à fait différents suivront cet après-midi, qui seront non moins intéressants. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Minh Tran Nguyen et Alexandre Geffen. C'était vraiment passionnant. Le temps est passé très vite, en effet, en votre compagnie. Peut-être, on a peut-être le temps pour une ou deux questions. Si vous avez, si vous voulez rester avec nous, une ou 2 minutes, vraiment. Des horloges. Très vite, juste une ou deux questions dans la salle, si quelqu'un. Pas de main qui se lève. Moi j'ai peut-être une. Ah, il y a une main. Très bien. Oui, je suis intéressée par votre première nouvelle que vous avez écrite quand vous étiez en atelier d'écriture. Est-ce qu'on peut se la procurer quelque part ? Oui. Alors, en fait. Parce qu'en fait, le Seuil a demandé à faire un recueil qui s'appelle Bienvenue. Et il a demandé à plein d'écrivains un texte. Et en fait, je leur ai donné ce texte. Et donc, ça existe en point Seuil. Ça s'appelle Bienvenue. Et c'est un collectif. Et du coup, ma nouvelle est dedans. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci. Une autre question, peut-être ? On a 1 ou 2 minutes. Moi, j'avais juste une petite question. Vous avez beaucoup évoqué le travail d'auteurs contemporains et qui sont emparés de grands sujets de société actuels. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé et qui est plus fort à certaines périodes qu'à d'autres ? Je crois que ce mouvement que j'ai essayé de décrire dans mon essai Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle, est relativement nouveau dans une histoire littéraire qui souvent a fait de l'écrivain quelqu'un situé hors du monde et de l'écriture son propre champ, au-dessus des contingences des problématiques sociales, historiques et politiques. Et en tout cas, même si on peut retrouver des exemples d'une littérature attentive aux êtres vulnérables, pensons à Hugo, par rapport à ce qui a été une grande partie de la littérature du XXe siècle, qui laissait un peu l'écrivain dans sa tour d'ivoire s'intéresser à la forme, à l'esthétique pure. La manière dont les écrivains français contemporains, francophones d'ailleurs, s'emparent des questions de terrain, des questions sociales, celles des crises, celles des traumas individuels, les questions liées aux souffrances économiques, mais aussi aux souffrances comme, pour évoquer des écrivains comme Christine Angot, la question du viol. Cette attention au trauma me semble relativement nouvelle et assez originale dans l'histoire littéraire. Très bien, merci beaucoup. Merci encore à tous les deux. On peut vous applaudir. Merci beaucoup.